réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Je me suis versé un verre d'eau avant l'émission et pour la première fois en me versant un verre d'eau, je me suis posé 3 questions. La première, est-ce qu'il y avait du fluorure dans mon eau? Deuxièmement, si oui, est-ce que c'est une bonne chose? Et sinon, est-ce grave? Alors, on le sait, le dossier du fluorure dans l'eau a jailli dans l'actualité au cours des derniers jours, notamment parce que le candidat pressenti par Donald Trump pour chapeauter les services de santé aux États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., est fermement opposé à la fluorisation de l'eau. Et puis, à Montréal, on apprend là, que 2 municipalités de l'ouest de la ville, en fait, 2 usines de traitement de Dorval et de Beaconsfield, les usines, donc, vont cesser de mettre du fluor dans l'eau. Alors, on va essayer de démêler tout ça. Là. C'est un peu compliqué. On ne sait plus trop qui en met pas, si c'est une bonne chose ou si ça n'en est pas. Parlons d'abord avec quelqu'un qui sait c'est quoi du fluor, à quoi ça sert. Il est chimiste, on le reçoit occasionnellement à l'émission, toujours avec beaucoup de plaisir. Normand Voyer. Normand, bonjour. Oui, bonjour Philippe. On va essayer de faire le ménage là-dedans, ouais. Parce qu'il y a du tout, là, de tout, en partant du faux jusqu'au plus trop vrai, puis etc. Bon, ben alors, allez-y, Normand, expliquez-nous ça. D'abord, c'est quoi du fluor et est-ce qu'il faut en mettre dans l'eau ou pas? Grosse question. On va commencer par c'est quoi du fluor? Ouais. Premièrement, il faut faire la différence entre fluor et fluorure. Okay? C'est 2 choses différentes. Okay? Le fluor, c'est un élément chimique. Okay? L'élément chimique numéro 9, là, je te rappelle à tes cours de chimie du secondaire dans le tableau périodique. Là, je sais que tu étais pour me le dire, là, mais... C'est pas, ça me rappelle pas les meilleurs souvenirs de ma vie. Bon, on va passer aux bonnes choses. Lorsque le fluor se retrouve dans l'eau, on le retrouve sous forme de fluorure. Fluorure, là, ça, c'est très intéressant parce que là, on va faire le ménage. Dans tous les eaux souterraines, dans tous les eaux qu'on boit, il y a une certaine quantité de fluorure. Il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. C'est pas parce que on en met là, tout à coup. Non. En fait, le fluorure a des propriétés qu'on a découvertes voilà longtemps, qu'il peut se lier à l'émail des dents et boucher les petits trous qui se forment, qui permettent aux bactéries qui viennent créer des méchantes caries. Des caries, voilà, c'est ça. Et puis, donc, c'est un élément de protection pour la carie et c'est une des mesures les plus efficaces et les plus économiques que la santé publique a trouvées pour diminuer le problème de carie chez les enfants particulièrement. Alors ça, c'est connu. Là, comment est-ce qu'il y en a dans l'eau? Normalement, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que les installations municipales, la santé publique recommande d'ajouter un peu de fluorure pour en avoir 0,7 mg par litre. C'est l'équivalent, là, 3 petites gouttes dans un gros baril de 45 gallons. Là. Tu sais, les gros barils, là, comme ça. Fait qu'on parle pas ici, là, c'est pas une quantité astronomique. Et c'est cette concentration-là de 0,7 qui est optimale pour obtenir les bonnes propriétés préventives de la carie, comme ça. Évidemment, ça se peut que dans votre eau, il y en ait déjà pas mal, puis là, les scientifiques, les chimistes regardent ça, puis ils n'en mettent pas. Okay? Il y a plein de places qu'on ne met pas de fluorure parce qu'il y a déjà suffisamment de fluorure dans l'eau. Mais il y a suffisamment, Normand, de fluorure dans l'eau de manière naturelle? Non. Dans certains endroits, dépendamment de ce que vous êtes, le sol peut contenir plus de fluorure que d'autres. Alors, il y a des endroits où il y en a moins, il y a des endroits où il y en a plus. OK? Et donc, mais il n'y en a jamais plus que 0,7, à moins que vous soyez dans un endroit qui a été contaminé. Là. Donc, c'est pour ça que la santé publique recommande de rajouter un peu de fluorure dans l'eau potable pour être un moyen pour prévenir la carie, particulièrement chez les enfants. Et ça a été démontré là, depuis plus de 30 ans que ça fonctionne et ça permet des économies pour la santé publique, pour les soins de santé, qui sont extraordinairement plus importants que les sous qu'on dépense pour mettre du fluorure dans l'eau. Alors, bon, mais là, il y a Robert F. Kennedy Jr., lui, il dit qu'il y a des dangers liés à l'utilisation du fluorure dans l'eau pour le développement des enfants.
Bon, on va faire ça, on va faire le ménage là-dedans. Il y a eu des études qui ont montré qu'à de fortes concentrations de fluorure, et ça, des concentrations de fluorure là, qu'on n'atteint pas, mais dans des études scientifiques, ça a été montré que les gens qui sont exposés, par exemple, à des contaminants industriels où il y a beaucoup de fluorure dans l'eau, ça cause des problèmes. Ça cause quel genre de problèmes? Bien, des maladies osseuses. OK, la première chose, c'est les maladies osseuses. Ça peut aussi attaquer la glande thyroïde parce que là, il y a de l'iode puis le fluorure vient interférer avec le fonctionnement de la thyroïde. Ça peut aussi avoir des problèmes neurologiques. Puis on a noté que dans des endroits où des enfants ont été surexposés au fluorure, ben il y a des problèmes de déficit d'attention. Donc oui, c'est connu qu'il y a des dangers à une exposition extraordinairement importante de fluorure. Donc, s'il y en a trop, c'est pas une bonne nouvelle. Puis s'il y en a pas assez, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Et ça, c'est comme on dit toujours, hein, c'est la dose qui fait le poison. OK. Bon, ben c'est très clair. Merci beaucoup, Normand. Ah ben moi, si j'étais vous, là, j'aurais pas de crainte à boire l'eau. Là. Non, c'est ça, mon verre d'eau, là, je peux le prendre. Allez-y, gaiement, là, il n'y a pas trop de danger. Je recommande ça. Et puis, c'est le meilleur moyen. Il faut faire confiance aux scientifiques de la santé publique qui étudient le phénomène depuis très longtemps. N'ayez crainte, buvez votre eau. Merci beaucoup, Normand. Ça me fait plaisir. Normand Voyer est chimiste. Je me tourne maintenant vers Mathieu Lanneville, qui est PDG du réseau Environnement. Il est aussi ingénieur civil spécialisé en eau et il est un ancien enseignant à l'École de technologie supérieure. Monsieur Lanneville, bonjour. Bonjour. Monsieur Lanneville, vous n'êtes pas tellement en faveur de ça, là, le fluorure dans l'eau. Oui, bien, chez Réseau Environnement, on est la plus importante association de spécialistes en environnement au Québec. On s'est déjà positionné en 1988, j'étais pas vieux à cette époque-là, en 2011 aussi, et justement contre la fluoration, pour 3 raisons. Premièrement, l'empreinte écologique qui est néfaste, parce que c'est un contaminant qu'on va rejeter ensuite dans l'environnement, qu'on n'est pas capable de traiter. Et aussi dans nos installations, parce que aussi dans nos réseaux de distribution d'eau potable, dans nos équipements, bien, ça va accélérer aussi la dégradation, là, notamment avec la corrosion. On va avoir des manipulations de l'entretien à faire supplémentaires dans nos zones de filtration. Puis aussi un enjeu de libre choix aussi là, pour les citoyens et citoyennes de le faire. Alors, évidemment, à travers tout ça, on appuie la décision de la Ville de Montréal de ne pas fluorer l'eau potable, comme le fait 98% des pays européens, puis 99,5% des municipalités québécoises. En réalité, avec l'annonce qu'on a faite hier, ça fait qu'aujourd'hui, il y a une seule ville au Québec qui met encore du fluor dans son eau. Et je peux vous garantir, comme mon collègue professeur vous l'a dit, vous voulez une eau de très bonne qualité. Et c'est ça l'objectif d'un service d'eau municipal public, c'est de fournir une eau 100% qualité, 100% du temps, une eau potable. Et c'est pour ça que chez Réseau Environnement, on recommande de ne pas fluorer l'eau. Bon, vos arguments sont d'abord de nature environnementale et ça se comprend là, puisque vous faites profession de défendre l'environnement. En revanche, si on parle santé buccale, santé dentaire, il semble avoir des avantages à ce qu'il y ait du fluor dans l'eau. Là. On disait que 1 $ investi dans ce programme, ça sauve 8 $ en soins dentaires et spécialement dans les populations les plus à risque, là, les gens qui vivent dans des milieux plus modestes puis qui achètent peut-être pas la pâte à dents avec le fluor parce qu'elle coûte plus cher. Ça peut être une bonne mesure aussi pour protéger la santé dentaire des enfants. Vous l'avez mentionné, il y a un enjeu de santé publique qui est très important quand même. La santé buccale de nos enfants est préoccupante puis il faut l'améliorer. Mais ce qu'on se dit chez Réseau Environnement, c'est qu'il faut pas négliger cet enjeu-là. C'est qu'on croit que la solution d'y aller par commencer à mettre des additifs dans notre eau. Puis là, on pourrait en faire sur plusieurs choses dans la vie, qu'on sait qu'on pourrait mettre des additifs pour beaucoup de choses, mais c'est pas le rôle d'un service public municipal. Si on prenait cet argent-là plutôt que pour faire de l'éducation, d'aller dans les écoles justement des milieux défavorisés, de faire de l'éducation, de leur apprendre à bien pêcher plutôt que leur donner un poisson finalement, mais d'apprendre à faire une bonne éducation, puis qu'on puisse justement régler le problème à la source et non pas de mettre un plaster en disant on met du fluor pour tout le monde dans toute notre eau. Il faut savoir que seulement 1 à 2 % de notre eau qui est consommée finalement, parce que le reste, on fait de l'arrosage, on va le mettre, ça va aller dans les toilettes, etc. Alors, pour 1 à 2 % de l'eau qui est consommée, pour une tranche de population, comme vous l'avez dit, qui est très ciblée, c'est pour les enfants dans des milieux défavorisés, souvent, malheureusement, qui n'ont pas une bonne hygiène buccale, mais traitons le problème à la source, éduquons-le bien, c'est ça pour nous la bonne solution. Bon, et vous me disiez, là, au début de notre entretien, qu'à l'heure actuelle, il y a une seule ville au Québec dont l'eau est entièrement fluorisée? Il y en avait 3 jusqu'à hier, et maintenant, il reste Saint-Georges de Beauce. C'est la seule ville au Québec.
Tout à fait. Puis, comme je vous mentionnais, 90% des pays européens aussi ont fait ce choix-là aussi de ne pas fluorer l'eau. Il faut comprendre que dans le West Island et dans le reste du Canada, ils pouvaient en avoir plus parce qu'aux États-Unis, ça a été une mesure qui avait commencé là, dans les années 40 là, dans le coin de Détroit. Puis ça avait fait, il y avait justement des études scientifiques qui démontraient évidemment que les jeunes enfants défavorisés, ça allait améliorer la situation. Ce qu'on dit par contre, c'est réglons le problème à la source plutôt que de commencer à mettre des additifs dans l'eau parce que si on commence à faire ça, ça change les recettes aussi pour bien rendre notre eau potable parce qu'il faut faire après plus de chlore, il faut rajouter d'autres additifs, ça a des coûts évidemment, puis on a des gros enjeux actuellement sur nos ressources en eau. On a beaucoup de gaspillage, puis on a un gros déficit de maintien actif. Puis pour nous, c'est ça la priorité pour nos municipalités où est-ce qu'on va ancrer les énergies et les efforts. Puis il faut rappeler aussi que la Ville de Montréal, je sais qu'il y a un contexte qu'actuellement, on peut se dire, est-ce qu'il y a un lien là, avec ce qui se passe aux États-Unis? Mais il faut savoir que la décision qui est prise, puis l'actualité américaine, il n'y a aucun lien à faire. C'est un travail qui a été mûrement réfléchi par les professionnels en eau dans nos municipalités, dont la Ville de Montréal. Puis ça se positionne justement sur les trois raisons que je vous ai mentionnées. Merci beaucoup, M. Lanouville. Merci à vous. Bonne journée. Mathieu Lanouville est PDG de Réseau Environnement. Il est ingénieur civil spécialisé en eau. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Biz, la semaine dernière, tu as fait une chronique sur les hommes et les femmes. Il y a eu beaucoup de réactions. C'était un texte sur lequel tu as planché parce que c'est un chemin qui est potentiellement miné quand on discute de ces enjeux-là. Mais comme tu es un homme brave et audacieux, tu as dit non seulement une fois, mais aujourd'hui, on recommence. Oui, c'était pas assez. Cependant, en ouverture, j'aimerais ça saluer M. Marcelin, qui est prof de maths à l'école secondaire Face, qui écoute le 98.5 régulièrement le matin et l'après-midi. Et il apprécie particulièrement de notre émission Retour la bonne ambiance qu'il y a dans notre équipe. Et ça, c'est à notre capitaine, M. Philippe Quentin, qu'on le doit. Dieu, merci. Merci, Philippe, de m'avoir inclus dans ton équipe. C'est vraiment plaisant et stimulant de jouer avec vous. Puis pour te remercier, chose promise, chose due, je te donne les cartes de hockey de nos géants qui ont marqué le français au Québec. Donc, c'est 12 personnages Claudia et moi, on va pouvoir signer ces cartes-là au Salon du Livre de Montréal. Donc, tu vas retrouver là-dedans Camille Lorrain, un gros défenseur gaucher, Wilfred Nelson, un attaquant de puissance, Jeanne Benoît, une joueuse étoile qui a rempli le forum à elle seule, et évidemment, la carte recrue de Samuel de Champlain d'une valeur inestimable. Ouais, c'est fantastique. Merci beaucoup. Les cartes sont magnifiques. Oui, sont belles. C'est du beau matériel, justement, pour le ministre Lacombe, là, qui cherche des portes d'entrée pour parler de culture québécoise. Là. Et oui, effectivement, c'est un bel objet. Puis elles sont faites vraiment comme des vraies cartes, là, c'est-à-dire une photo devant avec le nom de la collection, nos géantes, nos géants, le nom de la personne, son dessin, le dessin de son visage, et derrière, comme une vraie carte de hockey, quelques détails biographiques. Ouais. Exact. Ben, bravo. Et on va les signer. Et moi, je vais même m'en plastifier une collection là, pour vraiment les mettre en mode Upper Deck et OPG. Excellent. Je le dis tout de suite, je les échange pas. Je les garde. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je disais que ma chronique de vendredi dernier sur l'égalité des hommes et des femmes, ça avait fait beaucoup de bruit. Alors, je poursuis la réflexion aujourd'hui. On dit souvent que les hommes et les femmes sont différents, mais à quoi tient cette différence? Puis pourquoi il y a une différence? Donc, en fond, cette différence-là, elle tient à peu de choses. Une seule lettre, en fait, un Y. Les femmes ont 2 chromosomes X, les hommes ont un X et un Y. C'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup quand même. Parce que ce chromosome Y va faire en sorte que l'homme a plus de testostérone, on le sait, et la femme a plus d'estrogène. Ces hormones-là induisent des différences physiques visibles, notamment, évidemment, une plus grande masse musculaire chez l'homme, ça on le savait, mais ce que je savais moins, une peau plus épaisse chez l'homme aussi, et évidemment, chez la femme, la capacité d'enfanter. Mais au-delà de ces différences physiques, qu'en est-il des forces et des faiblesses des deux sexes? Est-ce qu'elles sont innées ou acquises en société? Alors ici, je sais, je patine sur des œufs, sur une glace très mince. Je vais risquer des hypothèses pas vraiment sérieuses, juste pour le plaisir de s'amuser. Alors, imaginons que ça fait des millions d'années. Là, on parle ici des hommes de Néandertal, Homo erectus, Cro-Magnon, tout ça, que le modèle n'avait pas tellement changé. Les hommes vont à la chasse et à la guerre, pendant que les femmes tiennent maison autour de la grotte en s'occupant des enfants, en cueillant des fruits et en cousant des vêtements principalement. Alors ça induit des comportements sociaux
des forces et des faiblesses. Bon, chasser et guerroyer, évidemment, ça requiert de la force physique, de l'agressivité et un bon sens de l'orientation. À la chasse, il faut dire, on parle pas beaucoup. Hein. Les chasseurs qui sont à l'affût, là, les pêcheurs aussi, il ne faut pas trop parler pour pas faire peur au gibier. Peut-être que ça pourrait expliquer pourquoi les hommes ont de la difficulté à parler. Alors que les femmes, elles se retrouvent en groupe, elles sont bonnes pour établir des liens sociaux, partager des émotions, puis pour communiquer. Allaiter, coudre une peau, gérer la marmaille en même temps, ça exige un mode multitâche. Alors peut-être que ça explique aussi pourquoi les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps. On dit souvent que les hommes gèrent l'espace et que les femmes gèrent le temps. C'est vrai qu'en général, les hommes s'occupent de l'extérieur de la maison. Hein? Monsieur bricole, le déneigement, le gazon, toute autre tâche connexe. En général, les femmes, elles, gèrent l'agenda, les rendez-vous, l'intérieur de la maison et l'espace restreint. Hein? Rappelez-vous de cette scène-là, là, les gars, combien de fois qu'on a la tête dans le frigo puis qu'on se dit à sa blonde « Eh où la moutarde? Penche-toi! » Évidemment, tout ça, c'est des généralités basées sur des stéréotypes. Évidemment qu'une femme célibataire va déneiger elle-même sa galerie et en tant que père divorcé, je cuisine à 100%, puis je m'occupe des devoirs de ma fille quand elle est chez moi. La science a tendance à dire que les différences entre les hommes et les femmes sont moins grandes qu'on pense, qu'elles sont en grande partie conditionnées par l'époque et la culture et qu'elles ont tendance à s'amenuiser avec le temps. Et puisqu'on ne va plus à la chasse, mais à l'épicerie, il n'est pas interdit de penser que dans 10 000 ans, l'homme n'aura pas besoin d'autant de testostérone. Et donc, peut-être que les différences carrément physiques vont s'amenuiser entre les hommes et les femmes. En attendant, ces différences-là entre les hommes et les femmes, il faut les célébrer, les chérir, célébrer aussi notre complémentarité. C'est pas plus important de sortir les poubelles que de plier les serviettes. L'idée, quand on est en couple, c'est de calculer tout ce qu'il y a à faire dans la PME familiale et de répartir la fameuse charge mentale équitablement. Et contrairement au temps préhistorique qui enfermait Fred et Délima Caillou dans un rôle bien défini, la beauté du Québec de maintenant, c'est de permettre à chacun et à chacune de faire ce qu'il veut en fonction de ses intérêts et de ses capacités, par-delà les stéréotypes et les pressions sociales. Bravo, Biz! Un très beau texte. Bravo, tu nous fais réfléchir et tu nous fais rire. Et réussir à faire les deux en même temps, c'est quand même un talent. Bravo. Merci beaucoup. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Le gouvernement Trudeau a annoncé hier un congé de TPS pour certains articles qui seront achetés entre le 14 décembre et le 15 février. On en parle abondamment depuis l'annonce d'hier matin. Qu'est-ce que ça représente concrètement dans notre portefeuille? La TPS, c'est une taxe de 5 %. Est-ce qu'on va véritablement en profiter? Est-ce qu'on fera vraiment des économies? Est-ce une mesure utile? J'en discute avec un chroniqueur économique que vous connaissez bien, François Gagnon. Je l'accueille avec plaisir. Salut François. Salut, comment ça va? Ça va très bien, François. Puis toi, je sais combien tu aimes les finances personnelles. Oui, j'ai fait je me fais faire des calculs cet après-midi, toi. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, tu as pu te lancer là-dedans, cette mesure sur la TPS, suspension de la TPS sur certains produits. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est mal ciblé un peu. Tu dépenses 1,6 milliard de dollars et que tu sois très, très riche, multimillionnaire ou encore que tu sois dans la classe moyenne inférieure, tu as les mêmes réductions. Là, tu sais. Ouais. Il y a bien de la misère avec ça. C'est comme le 250 pièces, tu sais, quand tu gagnes 150 000 pièces par année, t'as-tu besoin de ça, un 250 de plus dans tes poches? Comme en Ontario, ils vont envoyer un 200 supplémentaire. Là. Et juste pour corriger une petite chose que vous parliez tantôt là, à propos de Terre-Neuve et Labrador, les 5 provinces qui ont la TVH, il n'y aura plus de taxes. Non, c'est ça. Il n'y a plus de taxes pour les 5 provinces. Ça, c'est la Colombie-Britannique, pas la Colombie-Britannique. L'Ontario. Nouveau-Brunswick. Mais l'Ontario, il y avait déjà amorcé un programme qui était très similaire à celui de la TPS. Alors, il y a bien des produits qui sont pas taxés là, au niveau de la TVH en Ontario. Donc, eux vont l'éliminer complètement. Ça va être le cas aussi de l'île du Prince-Édouard. Donc, on va voir dans bien des produits là, 0% de taxes.
0% de taxe. Et au Québec, ce ne sera pas le cas parce que le premier ministre Legault, le ministre des Finances, Éric Girard, ont dit qu'il n'est pas question qu'on arrête la TVQ. Là. À moins qu'on soit compensé par le fédéral. Parce que il y avait une question tantôt sur le 9.8.5, combien de taxes on perdrait? Écoute, le Nouveau-Brunswick, c'est 62 millions qui pensent le perdre avec ces 2 mois-là. Alors, on peut s'imaginer qu'on peut aller autour de 150 millions faciles ici au Québec si on y allait avec le programme. Donc, je comprends avec un déficit d'11 milliards que le ministre Girard soit pas très enclin à vouloir baisser la TVQ pour cette période-là. OK. Analysons maintenant concrètement qu'est-ce que ça signifie, François. Le congé de TPS pendant 2 mois à partir du 14 décembre sur des produits comme la bière, les couches, les repas préparés en épicerie, les repas et restaurants. Bon, il y a les jouets pour enfants, tout ça, d'autres produits aussi. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on peut faire de réelles économies? Ben, on va faire des petites économies. Là. C'est pas le Klondike. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des milliers de dollars qu'on va économiser pendant 2 mois. Là. J'ai fait un petit calcul rapide là, pour les couches parce que tantôt, lorsqu'on m'a appelé, quand Émilie m'a téléphoné, elle dit « Bon, un enfant, là, ça va coûter combien de moins? Un enfant de 1 à 2 ans, c'est 8 couches par jour. » Alors, j'ai regardé tantôt, là, parce que là, ça faisait trop longtemps. Là, Alors, 2 couches par jour, ça prend 11 boîtes de 42 là, pour passer à travers les 8 là, pour les enfants de 1 an à 2 ans. On va faire 16 piastres d'économie pendant ces 2 mois-là. 16 piastres. C'est pas beaucoup, là. Non, mais c'est 16 piastres de plus dans tes poches, là. Un abonnement au Journal de Montréal, là, c'est 2,80 au total. Mettons que tu dépenses 250 piastres de jouets, là, qui sont admissibles. Hein. Les jouets, tu peux pas acheter n'importe quoi, là. Mais par contre, une console de jeu là, de 500 $ que j'ai vu tantôt, là, c'est à peu près le prix, là, 450 et 500. Là. Ben, 500, c'est 25 piastres de moins. Là. 25 $. Les vêtements, 300 $, c'est 15 $. 300 $. Puis si pendant cette période-là, vous allez 2 fois au restaurant, là, une famille de 4, là, puis ça coûte 120 piastres à chaque fois, ben vous allez sauver 12 piastres pendant la période. Les restaurants, ils haïssent pas ça, là, nécessairement, parce qu'il n'y aura plus rien de taxé là, pour eux autres pendant cette période-là. J'ai fait un petit party de Noël. Là, je vais acheter des fromages assortis, des crudités, des viandes froides, des tourtières, bûches de Noël, une caisse de bière de 30, des chips pour les enfants puis pour les grands, des bonbons pour les petits. J'en ai dépensé pour 229 piastres. Ça, c'est à part de tous les autres affaires là, qu'on va dépenser qui ne sont pas détaxées. Mais pour le 229 piastres, on va sauver 11 piastres et demi pour la TPS, pour le party de Noël. Donc, ça paye la bûche de Noël. Ouais, bon, c'est une petite économie. Pour les commerçants, maintenant, est-ce que c'est vrai que ça va être aussi compliqué qu'on peut le penser? Ça dépend pour qui. Ben, je vais prendre une épicerie, là, une grosse épicerie. Là. Eux autres, d'abord, sont équipés pour le faire. 2, la majorité des produits ne seront plus taxés, sauf le vin qui a plus que 7 %, puis je pense pas qu'il y en ait bien du vin en bas de 7 % là. Et les bières en haut de 7 %, ça, il y en a quand même quelques-uns. Tantôt, j'entendais parler de 25-30 000 produits dans une épicerie, une grosse épicerie, là. T'as-tu vu combien de produits différents de bière il y a? Il doit en avoir à peu près 1000. C'est rendu hallucinant maintenant. C'est hallucinant. Alors donc, pour les autres, là, bien sûr, les produits ménagers, ces choses-là, ça va continuer d'être taxé. Mais tout ce qui s'appelle épicerie de bouffe, là, c'est tout détaxé. Fait que ça va probablement être plus facile. Par contre, pour un dépanneur qui offre des produits déjà préparés d'avance, ça sera détaxé. Mais, tu sais, regarde, des fois, un dépanneur, sur le coin de la rue, c'est un propriétaire, un employé. Donc, c'est le propriétaire qui va être pogné avec ça. Et effectivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir enlever la taxe. Et deuxièmement, ben, la remettre dans 2 mois. Donc, c'est beaucoup de travail pour ces gens-là, effectivement. Bon, et là, j'imagine qu'il y a des gens qui vont vouloir faire des provisions avant la fin de cette suspension de taxes là, au milieu du mois de février. Tu parlais des couches tantôt. Ça serait peut-être un bon conseil à donner là, d'acheter le 13 février ou le 12 février 1 ou 2 boîtes de couches supplémentaires. Là. Ben, si vous êtes capable de l'acheter pour l'année. Oui, ben, pour l'année, là, c'est un gros investissement. Mais de toute au façon, moins pour le mois suivant. Au moins, tu vas être capable de... Tu vas l'investir de toute façon. Donc, à la fin, là, si tu y vas pour l'année, tu vas sauver 1 mois à peu près.
Ouais, bon, alors ce ne sont pas des économies qui vont rendre les gens beaucoup plus riches, vont sauver un petit peu d'argent. Ouais, moi, je trouvais, oui, ça va faire plaisir à bien des gens, là. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce 5%-là. Mais, tu sais, si on était comme dans la majorité des provinces, sauf la Colombie-Britannique, nous autres et la Saskatchewan, nous serons les seuls qui auront une taxe pendant la période des fêtes. Tout le monde n'aura pas de taxe pour ces produits-là. Alors, puis déjà, il y avait trois... Parce que nous, la taxe de vente provinciale demeure. Et contrairement à la croyance populaire, parce qu'hier, j'en ai eu, là, j'ai fait une émission hier matin à Radio Texto, là, puis les gens croyaient que la TVQ taxait encore la TPS. C'est plus le cas, ça fait bien des années. On a monté d'ailleurs pour la compensation, là. On était à 8 de TVQ pour l'augmenter à 9,975 %, justement pour ça, pour arriver, comme à peu près tout le monde, autour de 15 %. Bon, alors, merci beaucoup de ces éclaircissements, François. Ça me fait plaisir. À une prochaine. N'importe quand. Salut. C'était notre ami François Gagnon, qui est chroniqueur économique. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Après une semaine d'absence, où il a été remplacé, je tiens à le dire, Hugo Meunier est de retour. Tu sais que j'ai croisé son remplaçant à l'aéroport en partant jeudi dernier. C'est vrai? Oui, Étienne, le fabuleux Étienne qui le remplace. Parce que j'en ai plusieurs. Oui, ça va bien, deux, je pense. Mais vendredi dernier, c'était pas Étienne, c'était François. Miranda. Oui, et j'ai vite compris que j'avais manqué à personne, parce que je vous entendais comme d'habitude rire comme des fans de Jean-Marc Parent à l'époque où il faisait des imitations de personnes handicapées. Ha, 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 c'est très drôle. Parlant d'imitation, pas le choix de rendre à François Miranda ce qui lui revient. Les siennes étaient très réussies. Moi, ça n'a jamais été mon fort, les imitations. J'en ai quelques-unes. Ceux qui me connaissent, j'ai Bruce Willis en version française dans Piège de cristal. Vous l'avez tout entendu? Vas-y. Okay. Ah, semblant, qu'est-ce que vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Tu sais, la petite voix un peu... Non? Oui. Mais bon, je sais que c'est pas pour ça qu'on m'invite. Salut l'acteur UDA. Il est décédé? Okay. On m'invitait surtout ici, je le sais pourquoi, pour ma vivacité d'esprit et mon regard aiguisé sur l'actualité. Et d'ailleurs, on me considère souvent comme une espèce de croisement entre Chantal Hébert et Peter McLeod. Tellement intello que si j'étais pas là la semaine passée, c'était pas pour aller tirer du gun dans un pit de sable avec mes chums alpha, ni assister au festival du camion lourd de Québec. Ça existe pour de vrai. Il y avait aussi un festival vegan à Laval en fin de semaine passée. Une autre bonne raison de sortir et ne pas rester assis sur son steak. Voyez, mes imitations sont poches, mais mes jeux de mots sont très habiles. D'ailleurs, je suis un gros fan de jeux de mots depuis toujours, dans les restos déjeuners surtout. Mes préférés, l'exil, l'euphorie et la boulangerie, pain d'exclamation. Puis si les gens écoutent, ont des meilleures options que ça, allez-y. D'ailleurs, au festival vegan de Laval, que je parlais tantôt, on retrouvait au kiosque des Greens Brothers. Selon leur description, les Greens Brothers ont été, je cite, envoyés sur Terre par la Fédération véganienne pour aider à combattre les changements climatiques grâce à la technologie de leur planète Végano. Visiblement, leur commande de microdoses de moche à eux n'a pas été retenue à cause de la grève chez Poste Canada. Un long préambule pour dire que j'étais plutôt au congrès annuel de la FPJQ, soit la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, où on récompense chaque année dans un gala le travail de Thomas Gerbet et Isabelle Haché devant des tout petites assiettes de boules de beurre fancy. L'animateur du gala était à nouveau Alain Gravel, alors vous dire le fun qu'on a eu. Tu t'es couché tard, on te dit ça. J'ai pas vécu le même, parce que l'événement sert à répéter que le journaliste de qualité, c'est le dernier rempart contre la désinformation, donc on m'a bizarrement bloqué l'accès aux ateliers. J'ai passé ma fin de semaine à ratatiner dans le spa de l'hôtel, mais j'étais pas seul. Fadois était avec moi, en essayant de me convaincre, comme d'habitude, que ce qui se passe à Trois-Rivières, ça reste à Trois-Rivières. Quant à ma Catherine, vous vous doutez bien que je me suis ennuyé d'elle. Je me sentais sans elle comme un orphelin tanzanien après le passage de la fille de l'UQAM. Pour ceux qui n'ont pas la référence et qui souhaitent comprendre ce que les jeunes veulent dire lorsqu'ils emploient le mot cringe, je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux le périple africain de notre Angelina Jolie nationale. C'est quelque chose. Et au risque de botcher ma transition, si on a les influenceuses qu'on mérite, il en va de même pour les politiciens. Je peux pas croire que ça fait 2 semaines qu'on décortique les propos sur le racisme d'un député backbencher de Québec solidaire. Si tous les médias et les élus unissaient leurs forces de la même façon pour combattre l'itinérance, tous les sans-abri vivraient dans des manoirs à Westmount.
Mais bon, finalement, bonne nouvelle, les élus ne sont pas racistes, à un tel point que la CAQ s'engage à mettre tous les immigrants dehors pour s'assurer de n'avoir absolument aucun problème avec eux. Quant au député Boisy, il s'est excusé de sa maladresse, mais il avait la même conviction que Catherine chaque fois que je lui demande si elle va bientôt quitter son mari pour moi. Elle est comme, oui, Hugo, bientôt, oui, j'en parle ce soir, oui. Salut chérie. J'aime quand même penser que c'est très bon signe de vivre dans une société où le scandale de la semaine, c'est des politiciens qui se traitent de woke à l'Assemblée nationale. Disons qu'on n'est pas à veille de faire la file pour aller chercher des rations d'eau. Quand même, c'est pas d'hier que les méchants woke menacent l'ordre établi avec leur maudite obsession de vouloir combattre l'injustice et les discriminations vécues par les minorités. J'espère qu'on va trouver une bonne manière de se débarrasser d'eux autres une fois pour toutes. D'ici là, moi, je fais ma part, un geste à la fois. Pendant qu'on se parle ici, le moteur de mon Hummer tourne présentement dehors. Ensuite, je vais sûrement aller klaxonner des femmes voilées en écoutant du sale barbe dans le tapis. Une fois à la maison, je vais critiquer le souper que m'a préparé ma docile épouse, évidemment moins payée que moi pour une job plus importante et prenante. Demain, une grosse journée m'attend, dont dodo de bonne heure. Au menu, un meeting Zoom avec des chroniqueurs libertariens pour savoir comment continuer à utiliser librement le mot en haine. Après, rendez-vous devant une bibliothèque de mon quartier où je vais faire du piquetage pour protester contre la présence d'une drag queen venue lire La Doudou qui aimait trop le chocolat. À des pauvres enfants susceptibles d'attraper la maladie de l'homosexualité. Et tout ça va finir en soirée dans un show de musique pour encourager un agresseur qui se tient tranquille depuis qu'il a courageusement coupé la boisson. Un petit geste à la fois. Pas vrai qu'on va laisser les woke gagner. Pierre Saint-Paul Plamondon devrait maintenant s'attaquer à d'autres enjeux d'actualité brûlants comme les accommodements raisonnables ou le port du burkini dans les piscines publiques de Montréal. On niaise, mais ça confirme qu'on a des beaux problèmes. Mettons, vous êtes encore là? Tu sais, quand l'affaire qui t'empêche le plus de dormir dans la vie, c'est l'estifie de quiz à bise. Je le sais-tu, moi, c'est quoi le nom du lac en Estrie qui touche à 2 États américains? Je viens à peine de comprendre que le gentilé des gens d'Ottawa, c'est Ottavien. Saviez-vous ça, vous autres? Je l'ai su cette semaine. Mais en fait, si on se force un peu, c'est facile de trouver des exemples de choses qui vont très, très mal. La semaine a quand même été le théâtre d'affrontements violents. À Gaza, en Ukraine? Non, dans une aréna de Gatineau où une bagarre générale a éclaté dans les gradins. Sur les images, on voit des parents se tapocher dessus sous le regard sans doute très fiers de leur progéniture. Ça me sidère chaque fois de voir que des adultes comprennent pas que la seule chance de voir leur enfant faire carrière sur une patinoire, c'est au volant d'une Zamboni. Sinon, une autre nouvelle perturbante a retenu mon attention, le titre surtout, vous avez peut-être vu ça passer. Accusé d'avoir enlevé et séquestré un ado après un son des crises. Oui. Vous avez parlé toute la semaine. L'histoire est quand même terrible. On peut pas rire de ça. Un couple de Saint-Sauveur qui subit son procès après s'en être pris violemment un ado venu faire du niaisage de son âge qui consiste, comme le nom l'indique, à sonner et sauver en courant. Pour ceux qui n'ont pas peur de perdre leur dernière once de foi en l'humanité, voici, je vous cite un passage tiré du reportage de la presse. Tommy est-il un professionnel des sons des crises? C'est ce que suggèrent les questions de maître Marc Labelle, l'avocat de la défense. Je ne suis pas habitué de ça, a répondu Tommy. Il avait pourtant affirmé le contraire à l'enquête préliminaire, a tenté de démontrer l'avocat en contre-interrogatoire. Sérieux. Tu sais, tu rêves d'être avocat toute ta vie, t'as trippé sur le film Des hommes d'honneur, tu fais ton barreau, puis là, tu te ramasses à cuisiner des ados pour savoir si c'est des professionnels du son des crises. Mieux vaut en rire, et c'est pour ça que je vous laisse sur une nouvelle qui m'a fait sourire, cette fois dans le Journal de Montréal. Le titre, « Tanné de Montréal, un sinistré du Geyser se réfugie en Abitibi ». Sinistré du Geyser. On a fait des t-shirts pour moins que ça. Hâte de lire la suite. Tanné de Val-d'Or, un sinistré des mouches noires, retourne à Montréal. Et en terminant, une idée de jeu pour boire. En fin de semaine, ça va être gris. Rassemblez des amis. Faites le tour à tour la lecture du Journal de Montréal. Prenez un shooter chaque fois que vous tombez sur le mot woke. Plaisir garanti, mais mieux vaut rentrer en taxi. Merci, c'est un beau retour. C'est un beau retour? Oui, c'est un beau retour. François Maranda, qui? On va t'envoyer ta note par courriel durant le week-end. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, on a de la belle visite en studio. Oui, c'est une série que je regarde depuis... c'est le 3e volet d'une même série après Tour de taille. T-H-A-I, trément. Et Tadam Vietnam. C'est maintenant le tour de l'émission Les sombres héros à Mexico.
Et j'accueille autour de la table Jean-Michel Dufault et Benoît Roberge. Bonjour. Vous êtes un peu les rois du jeu de mots. Hein? Ouais. On travaille fort quand même. Celui-là, c'est moi, mais tour de taille, c'est Jean-Michel. Je trouve quand même que c'était plus fort tour de taille. Sombrero, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est puissant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, vous êtes partis en voyage. C'est pas je m'en allais dire pour une troisième fois, mais vous avez fait des voyages ensemble bien avant, et même pour la télévision. Mais cette série-là, elle est particulièrement belle. Vous allez au Mexique. Le premier épisode qui joue ce soir à 21h à Évasion se déroule à Mexico City, qui est une ville incroyable dans laquelle j'avais très peur d'aller. Et là, rassurez-moi, dites-moi que tout va bien à Mexico Moi, en City. 97, c'est le premier voyage que j'ai fait et j'ai pas mangé pendant une semaine parce que j'avais trop peur de tout. T'avais peur d'être malade? J'avais peur d'être malade. Je suis très hypochondriaque. Et là, c'est tout un nouveau Mexico City que j'ai vu parce que j'ai fait du chemin quand même grâce à Jean-Michel qui m'a amené partout. Depuis 2000, c'est comme ton guide depuis touristique. 2000, il me traîne. On est en train d'écrire un livre sur notre amitié. Et c'est ça. Donc, j'ai progressé. Puis Mexico City, ça t'en donne. Là. C'est la ville de... Ben, le Mexicain est festif et tonitruant. Ça joue du mariachi. Il y a des tacos à portée de main. Moi, ça a été vraiment... J'aime les grandes villes. J'ai aimé Bangkok. Et t'aimes manger. Exact. Ouais, la bouffe de rue à Mexico Pourquoi? City. C'est ça. Moi, les deux questions qu'on me demande quand on m'arrête sur la rue, c'est êtes-vous payé pour faire ça? Puis, pas plus gros que ça? Jean-Michel, c'est une ville que tu connaissais bien? Oui, quand même. Ben, ça, puis que je suis avec 40 ans que je vais au Mexique, j'ai vu le Mexique changer. Même Playa del Carmen, je suis allé en 93, Cancun en 84, puis Mexico City depuis le début des années 2000. Et souvent, je trouve que le Mexique, on le réduit aux plages, aux stations balnéaires, au tout inclus, alors que c'est un pays tellement riche, tellement prospère aussi, avec des régions très différentes. On l'a Mexico... vu avec OD Mexique récemment. Oui, non, mais c'est vrai. Puis même à un moment donné, ceux qui se rappellent de Carlos Sim, à un moment donné, avant Bezos et Bill Gates, c'était l'homme le plus riche au monde. L'homme le plus riche au monde était un Mexicain mais on pendant oublie que quelques années. c'est dans l'Amérique du Nord, Oui, carrément. c'est ça qui est quand même impressionnant. Donc, je trouvais ça le fun de montrer un autre Mexique, donc les villes-colonies à l'intérieur du pays et Mexico City. Briser le préjugé que c'est dangereux. Tu sais, dans des quartiers comme Condesa, Roma Norte ou Juárez, tu marches dans la rue, c'est très, très paisible. Il y a des terrasses, c'est très chill, c'est très cool. Et ça, je pense que c'est important qu'on voit ça, que ça devienne aussi une destination. De juste aller à Mexico, il y en a assez pour faire une semaine. C'est un climat agréable, mais en plus, une ville culturellement intéressante. On sait même la montée de la culture. Tu connais le cinéma, les réalisateurs mexicains ont la cote depuis quelques années. Tu parlais de James Bond, entre autres. Oui, il y a une ouverture de film avec la journée des morts, la grosse parade. Exactement. Puis Cuarón, je veux dire, le nombre de talentueux mexicains à tous les niveaux. C'est un pays vraiment, vraiment riche à bien des niveaux. Evelyne, tu voulais poser une question? Oui. Est-ce que vous avez vécu la lutte mexicaine? Oui, on le voit. Ben oui, on en a parlé. Yes. Moi, j'adore la lutte. C'est mon enfance. Hein, ça trahit mon âge, mais c'est Dino Bravo, c'est le Géant Ferré, Abdullah the Butcher dans une cage au Colisée Pepsi. Et on nous invite à la lutte et on nous dit il faut insulter. Il faut la... Et là, moi, j'apprends des mots. J'ai passé ma semaine à dire pendejo, puis pinche luchador de mierda. Avec le kit en latex. Mais là, Jean-Michel, lui, il est dépassé parce qu'il parle pas espagnol. Je suis comme un gratuit avec mon là, espagnol. il était comme dans le temps des remparts ou même plus bas des ligues. Il a fait « Suce mes shorts! » Tous les Mexicains ont arrêté. C'est ce que j'entendais quand j'allais dans les années 80 dans le House of Pain, voir le Titan de Laval. Tu sais, les joueurs se faisaient pitcher des poutines dans le box des pénalités. Puis les gars criaient « Suce mes shorts ». Ça m'a toujours resté, ça m'a toujours fait rire. Mais là, on pouvait dire ce qu'on voulait parce que les gens comprenaient pas. Donc, Fait que c'est l'apport québécois au Mexique. Ouais, voilà. Les gens personne réagissait parce qu'ils comprenaient pas ce qu'on disait. Vous avez même rencontré un lutteur français. Oui. C'est vrai, la passion. Non, mais la passion de la lutte est long. Et j'allais dire pour Sébastien Benoît, ça serait bon parce qu'il y a beaucoup de petits nains, de personnes de petite taille. Non, mais c'est vrai, c'est les lutteurs préférés des gens. Gratuit, il n'est pas là pour se défendre. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas correct. Oui, mais c'est ce que j'ai préféré. Ceux qui vont écouter le spectacle vont voir le petit diable. Il est tout petit. Le téléphone sonne, je pense que c'est Sébastien. Pour une fois que c'est pas moi qui est dans le trouble. Continue. Non, Hugo, moi, ça m'intimide qu'il soit là. Un physique, une présence, une nonchalance assurée. T'es chanceux parce qu'il était pas là la semaine passée. Hein? Je pense qu'il est venu spécialement pour vous. Mais Jean-Michel, je trouve ça intéressant ce que tu disais tantôt sur la violence. Puis c'est vrai, moi, tu sais, tu disais, on résume souvent le Mexique à ses plages puis ses stations balnéaires. Oui, mais aussi à sa violence parce qu'il y a des histoires, puis il y a des attentats, puis la guerre des gangs, puis les caïds de la drogue, puis tout ça. Mais pourtant, on se sent en sécurité. Ben moi, je considère que en tout cas dans les centres urbains, dans les villes, en général, on se sent très en sécurité. Je pense pas qu'il faut aller partout, sortir des villes. Des fois, il faut faire attention dans Sinaloa ou tout ça. Mais je pense qu'en général, puis même nous, ça s'est bien passé. Puis être honnête, ça s'est vraiment bien passé. C'est très facile. Mais on va le dire quand même. Un moment donné, quand on quittait Guanajuato et on s'en allait à l'aéroport de Léon, notre fixeur, qui est comme le top producteur sur le terrain, qui est un Mexicain, a dit, les gars,
ça serait bon qu'on parte avant la tombée du soleil, avant la tombée de la nuit, parce que ici, ça peut brasser. Puis si le gars mexicain te dit ça, ben on est donc parti pour se rendre à l'aéroport avant qu'il fasse noir. Mais ça, c'est sur les routes, comme tu dis, en sur campagne. C'est plus sur les routes. Mais dans les villes... Non, moi, je me sentis... Je suis souvent allé à Paris, là, et j'ai trouvé que Paris était beaucoup plus menaçant. Donc, aller au resto, puis marcher à l'hôtel après. Aucun problème. Surtout dans les grandes villes. Philippe, moi, Mexico, je l'ai fait seul avec mon sac à dos. Ah ouais? J'ai jamais eu de problème. Je me suis même pas fait écœurer. J'ai vraiment pas eu. Exactement. Hey, les gars, j'ai vu une séquence où vous êtes en torse, donc... En chess. En chess. Hein? Vous avez l'air à comme vous mettre de la boîte sur le corps. J'ai pas trop compris. C'est quoi, vous avez fait un rituel chaman? On fait, avec Jean-Michel, juste dire rapidement, on fait tout ce qui peut s'appeler purification. S'il y a une madame avec qui manque un œil, une dent, avec un chapeau pointu, il pense que c'est un gage de qualité, il fait « on le fait ». Des fois, je traîne une petite épine, je traîne un bracelet, je reçois de la boucane. Et là, c'est le Temazcal. C'est un truc très sérieux là-bas. C'est vraiment une purification et physique et spirituelle liée aux Premières Nations, au peuple indigène. Et c'est pas des blagues, c'est vraiment te mettre dans l'équivalent d'un four à pizza. Okay. Et il fait chaud en tabarouette. Et là, il y a une vieille madame mexicaine des Premières Nations qui, avec un... Comment tu dirais, c'est quoi? Hey, c'est comme une grande fougère rugueuse. Et là, elle te demande d'enlever ton pagne, parce que là, t'es nu. Donc, puis elle te fouette. Partout. Donc, là, on fait pas du théâtre, là, elle te fouette. Elle gère sa fougère, là. Exactement. Et Benoît, faut le dire, là. Benoît a choqué. OK, elle explique qu'il était resté combien de temps? Mais c'est pas à cause que j'étais nu dans le four. Ça n'a pas de sens, la chaleur. Puis, ils t'enduisent de pesto piquant. Tout mon corps. Je dis qu'on fait une série balado là-dessus à Radio-Canada parce que ça a mal viré. Là, le truc de ça ressemble à ça. C'est ça, ça ressemble à ça. Mais moi, j'étais vraiment stressé parce que là, elle avait comme genre de fougère qu'elle ferait. Puis là, je suis vraiment nu. Puis là, j'avais peur d'avoir un genre de paper cut sur le pénis. Est-ce que je peux dire ça? Oui, c'est le pénis. Est-ce qu'on peut dire pénis en J'avais vraiment shaké parce que là, elle voyait pas, il faisait noir. Puis là, elle me donnait des coups de fougère partout sur toutes les parties, incluant le P. Est-ce que tu dis le mot en P? Et tout. Ouais, il m'a dit. Mais la femme, elle dit, il faut garder le badigeonnage, on va dire, le plus longtemps possible. Et Jean-Michel, il s'obstine, il fait, moi, je prends pas ma douche en rentrant à l'hôtel pour te dire comment il veut. Et le soir, il fait, je pense que je me sens mieux. Je fais, t'es plus dans le four. C'est sûr que tu te sens mieux. C'est sûr. Tout le monde serait mieux après ça. Est-ce qu'il y a eu un avant-après cette expérience-là? Ben, moi, pour vrai, c'est sûr que c'est... C'est le chien de Pavlov, là, c'est peut-être n'importe quoi, mais j'avais l'impression que je me sentais mieux après, ouais. Mais j'y crois à ça, moi j'adore ça. En Asie, on a il fait s'est fait nettoyer les oreilles en Asie par un adolescent avec une lampe frontale, avec un cure-pipe. Et moi, je pensais, je me disais mon oncle Pierrot, tu sais, le bon Otorino, il me tuerait, là. Ça, Pierrot, il dit, on joue pas dans les oreilles comme ça, là, tu sais. Je suis toujours partant. Qu'est-ce qui fait que vous vous entendez aussi bien en voyage? Parce que c'est pas évident de voyager avec des amis. Des fois, on peut avoir des surprises. Ben, curieusement, c'est vrai qu'on aime ça, se pogner, se friter un peu, mais Jean-Michel, il va lancer des fleurs, tu sais, des fois, il est grognon, mais il dit souvent que les gens, il dit de tout le monde, il est pas méchant, lui, il est pas méchant. Hugo Meunier, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûr. Il est pas méchant. Il aime quand même tout le monde, puis il a un bon tempérament, puis moi, je suis un râleur, mais je suis quand même bon pour dire, OK, à 8 heures, tu veux aller manger? Tu sais, on se demande tout le temps. On s'entend bien quand même. En général, on s'entend bien. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une vraie amitié sincère. Ça paraît. Malheureusement, des fois, dans les émissions de télé, on fait des shows pizza. Tu sais, on va prendre telle personne, puis on va le mettre avec tel animateur, pour dire. Puis nous, c'est pas forcé. Ça fait 25 ans qu'on est amis. On fait des voyages, des fois sans caméra, des fois on fait des voyages avec caméra. Puis on est deux caractériels. On n'est pas toujours facile à vivre. On a deux méthodes. Moi, je suis un peu silencieux, marabout. Là. Je suis un peu... je fais la baboune quand je suis tanné. Puis lui, ben ça sort. C'est assez violent. Mais au moins, ça sort. Il dit ce qu'il a à dire. Puis après ça, c'est J'ai beaucoup de regrets. J'ai souvent pogné les nerfs. Ouais. Parce que c'est quand même de la pression. T'sais, on a 3 jours pour tourner une émission. Des fois, on est fatigué. Les shows de voyage, ça a toujours l'air bien le fun de l'extérieur. Mais sur le moment, quand on le fait, des fois, il y a beaucoup de stress. C'est combien de temps de tournage? Une quarantaine de jours, je dirais. Là, mais l'avez fait d'un seul coup, 40 jours? Oui, sans revenir ici. Okay. Puis les distances sont grandes dans le Mexique, donc il fallait partir et revenir de chaque coin, chaque État. Puis, bon, on est une petite équipe, ce qu'on aime, mais c'est vrai que des fois, il y a la pression. Est-ce qu'on a notre matériel après 3 jours? Parce qu'après ça, on va à une autre destination dans le pays. Laisser femmes et enfants, c'est très difficile aussi pour nous deux. Mais t'as pas d'enfants? Ah non, j'étais mêlé, là. C'est diffusé ce soir à 21h sur Évasion. Ça s'intitule c'est quoi? Deux sombreros à Mexico. Les sombres héros. Les sombres héros à Mexico. C'est vendredi 17h. Et c'est vraiment génial. Je savais qu'il fallait que je la réexplique. Pour ouais. je la connais depuis longtemps. C'est pas facile.
C'est vraiment, c'est super bien, les gars, bravo. Merci de nous avoir visités. Bon succès avec l'émission. Merci beaucoup. Salut, c'était Jean-Michel Dufault et Benoît Robert.